Et salut à toi les internets, nous sommes le 22 novembre et voici l'actualité que j'ai repérée pour toi dans l'univers du mobile et des médias numériques. On commence tout de suite. Elon Musk a de nouveau déclaré que le lancement de Twitter Blue serait à nouveau suspendu jusqu'à ce que la société puisse régler ses problèmes d'usurpation d'identité. On se rappelle qu'il avait prévu un retour le 29 novembre prochain et il apparaît que ce sera pas à cette date. Il a déclaré que Twitter devrait d'abord se prémunir contre l'usurpation d'identité avec une plus grande confiance avant de pouvoir relancer cette cash machine liée au mensuel 8 € qu'il prévoyait pour son outil. Le nouveau système devrait probablement utiliser des contrôles de couleurs, on l'apprend dans l'article de Business Insider que vous voyez à l'écran, un système de double couleur pas très clair qui permettrait de distinguer les comptes officiels des comptes payants. On se rappelle qu'il a tué dans l'œuf le principe d'une double coche, officiel gris sous le nom, qui aurait été les comptes Twitter certifiés par Twitter d'artistes, de gouvernements, d'officiels de marque, et des comptes certifiés bleus, la coche historique, pour les comptes payants. Un gros bazar et un destin fait d'aller-retour, mais dont le succès reste pour le moins incertain. On sait et on se rappelle déjà que Elon Musk a officiellement rétabli le compte de l'ancien président Donald Trump au cours du week-end. Ça a fait beaucoup parler, ça a fait énormément de retours, ça a fait aussi beaucoup de réactions sur le réseau social, mais si des questionnements démocratiques se posent, le choix pour Donald Trump de revenir ou non sur Twitter pourrait ne pas être uniquement mu par la volonté de s'agréger un auditorat plus large pour les primaires des républicains en vue de la présidentielle de 2024. Le Time Magazine revient sur cette question et se rappelle que d'un côté, effectivement, il y a 4,59 millions de personnes qui suivent Donald Trump sur Truth Social, et ça ne représente effectivement qu'une fraction de l'audience de plus de 80 millions de personnes qu'il a sur Twitter. Mais la décision de revenir ou non sur Twitter pourrait avoir des conséquences économiques importantes pour Trump, puisque, on le sait, la plateforme sociale Truth, qu'il a créé l'année dernière sous l'égide de sa société média Trump Media et Technology Group, pour, disait-il, tenir tête à la tyrannie des big tech, est dans une mauvaise passe. Il est effectivement à la croisée des chemins. Plus de 1,3 milliard de dollars de financement pour cette plateforme dépendent de la réalisation d'un merger avec Digital World Acquisition Corp. Non, je reprends, Digital World Acquisition Corp, qui devait intervenir le 8 décembre 2022. Bien sûr, l'opération fait l'objet d'enquêtes de la part des procureurs fédéraux et d'organismes de réglementation. Enfin, tout ça, c'est très regardé, très scruté. Et on sait que Digital World est pas tout à fait sûr d'arriver à maintenir la plateforme en l'état, puisqu'elle ne marche pas, globalement. Donc si Trump en plus renoue avec sa présence sur Twitter, les experts affirment que l'avenir de Truth Social serait complètement plié et vers une banqueroute certaine, on joue quand même avec de nouveau 1 milliard de dollars. Certains rapports indiquent donc que si Trump est mécontent de son sort sur Truth Social, il aurait annoncé à ses proches que pour lui, quitter Truth Social, ça voudrait dire qu'il devrait accepter l'effondrement d'une plateforme qui est liée à sa marque, et on sait que Trump est très fidèle à ne pas afficher de raté économique. Donc on pourrait imaginer qu'il revienne via différentes méthodes sur Twitter, et certaines personnes imaginaient qu'il réserverait la primeur à Truth et puis qu'une deuxième fenêtre serait sur Twitter. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, intéressante analyse des enjeux économiques autour du retour de Trump sur Twitter via le Time Magazine. C'est malheureusement un article payant. Meta a annoncé aujourd'hui que non, on va d'abord parler d'autre chose. On va d'abord parler de Tumblr. Tumblr, c'est une plateforme à la base, c'était un microblogueur, c'était un réseau qui faisait des microblogs qui permettaient d'afficher des images, et on sait que Tumblr s'était fait connaître parce que c'était aussi le repère des jolies filles toutes nues, comme on disait à l'époque. Ça a eu un retentissement sur la plateforme, mais en tout cas, Tumblr actuellement connaît un regain d'intérêt, puisque sa présentation par fil d'actualité avec des gens auxquels on peut s'abonner et des micro-contenus ainsi que des posts plus longs, en fait une bonne alternative à Twitter, surtout vu actuellement les problématiques que rencontre l'entreprise. Le patron de Tumblr a annoncé, et c'est un article de TechCrunch que vous voyez à l'écran, qu'il aurait tout à fait envie de se rapprocher des protocoles ouverts de Mastodon. Alors je reviens sur le nom du protocole dont je ne me rappelle plus tout d'un coup.
voilà, il voudrait rapprocher Tumblr de l'ActivityPub, c'est-à-dire une API qui permet de discuter entre Tumblr et un serveur, et puis entre ce serveur et d'autres applications tierces, telles Mastodon, et qui permettrait à ces services d'être interopérants. C'est intéressant qu'un outsider comme Tumblr s'intéresse à ce sujet, parce qu'on sait que Mastodon et Tumblr sont les grands gagnants de la défection autour de Twitter actuellement, et on pourrait imaginer, notamment quand on a en tête le projet Blue Sky de notre ami, j'y arriverai pas, mais de notre ami fondateur de Twitter, on peut se dire que toutes ces initiatives vont vers des réseaux interopérants et moins de concentration vers un acteur unique du réseau social. Intéressant à regarder parce que quand on le remet en perspective, notamment avec l'information de Trump qui aimerait bien garder son réseau social à lui-même, on se dit que finalement l'avenir est peut-être à toute une série de réseaux décentralisés mais communiquant entre eux, et un mastodonte comme le projet Blue Sky pourrait mettre tout le monde d'accord, déjà s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ActivityPub, donc ce service qui permet de faire communiquer des API. Intéressant en tout cas. Meta, quant à lui, a annoncé l'introduction de nouvelles mises à jour dans la confidentialité pour les adolescents sur Instagram et Facebook. C'est ce que rapporte encore le magazine américain TechCrunch. Ainsi, toute personne âgée de moins de 16 ans, toute personne âgée de plus de 16 ans et moins de 18 dans certains pays se verra proposer par défaut des paramètres plus privés lorsqu'il s'inscrit sur Facebook. Exemple, pour les adolescents déjà inscrits sur l'application, Facebook va commencer à les encourager à choisir plus de paramètres privés. Par exemple, les personnes pouvant voir leur liste d'amis, les publications dans lesquelles ils sont tagués vont apparaître ou non, les personnes et les listes qui les suivent vont être actives ou visibles pour les utilisateurs ou non, enfin en tout cas ils vont bloquer tout ça à l'arrivée. Ce sera aux teenagers donc de choisir ces contenus qu'ils rendent visibles ou non. Ce qui permet, je pense, de, à minima, permettre aux jeunes de se former à l'outil et de ne pas se retrouver dépossédés de leur vie privée via le réseau social. On sait que Facebook n'est pas un modèle du genre en termes de responsabilité autour de la vie privée, mais on sent qu'ils mettent un peu de fuel dans cette initiative. La mise à jour d'ailleurs de Facebook sur la confidentialité intervient plus d'un an d'ailleurs après qu'Instagram lui-même a déjà commencé à transformer par défaut tous les comptes des jeunes utilisateurs en comptes à statut privé à l'inscription, ce qui permet aussi par ailleurs de permettre cette émulation des jeunes de se rendre compte qu'ils ont une vie publique et une vie privée et que c'est à eux de choisir et pas un réseau social. Pour mieux connaître l'univers des créateurs, en 2022, HubSpot, qui est une société d'analyse, s'est associé à Tilt et a mené une enquête auprès de 300 créateurs américains de contenu marketing et de contenu professionnel, et ils en tirent un espèce de profil du créateur de contenu en 2022. La plupart des créateurs de contenu sont devenus des professionnels qui veulent développer soit une entreprise liée à leur contenu, soit une entreprise autour de leur contenu. Tous sont en tout cas très férus d'indépendance, ils veulent rester auto-créateurs et maîtres de leur contenu, et dans ce cadre, ils font des partenariats avec les marques. On se rend compte aussi que les nouvelles plateformes telles que Twitch ou TikTok ont rapidement agrégé des créateurs de contenu qui ont réussi à se créer des communautés, et là où ces plateformes sont assez difficiles d'accès pour les annonceurs et les marques, il deviendrait peut-être plus facile pour elles de se maquer avec un créateur de contenu qui a déjà cette base installée et qui pourrait parler de leur marque d'une manière que eux n'arriveraient pas à atteindre sur ces plateformes-là. Les micro et nano-influenceurs, nouveauté marketing depuis quelques années, c'est-à-dire les gens qui ont un sujet très précis et une communauté très fidèle autour de ce sujet très précis, commencent à intéresser les annonceurs, et en tout cas HubSpot dit qu'il y a un relais de croissance pour ce faire. Fredzone, le français, nous montre comment on gagne ces galons en fait de créateurs sur YouTube, et c'est la question à laquelle essaye de répondre Frédéric Cavazza dans son blog. Il nous gratifie de 10 conseils en français pour bien réussir son entrée en tant que créateur sur YouTube, et si certains de ces conseils semblent des évidences, comme celui de bien définir sa thématique, son ton, pour mieux se démarquer dans un univers qui est devenu ultra concurrentiel, d'autres, comme réserver une place importante à la qualité du son sur ces vidéos, ne me semblait pas, en tout cas immédiatement, une évidence de prime abord, mais dès qu'on applique ce genre de conseils, évidemment, on se rend compte que le son est presque aussi, voire plus important que l'image. Malgré le ralentissement économique, les youtubeurs affirment
que leurs revenus provenant des publicités restent stables. C'est en tout cas ce qu'on apprend dans un article de Yahoo Finance aux États-Unis. Les créateurs de YouTube peuvent toujours gagner des revenus utiles liés aux publicités placées par Google sur leurs vidéos. Oui, créateurs US ont récemment indiqué combien YouTube leur versait pour 1000 vues et leur réponse allait de 1,61$ à 29,30$. La ventilation détaillée de ce que gagnent ces 8 créateurs pour 1000 vues se répartit en général entre ceux qui sont partenaires du YouTube Partnership Programme. 55% des revenus proviennent des publicités placées par Google sur leurs vidéos lorsqu'ils adhèrent à ce programme de partenariat. Et pour bénéficier de ce programme, il faut déjà avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage de leurs vidéos sur de la longue durée. À partir de 2023, les créateurs qui atteindront 10 millions de vues en 90 jours sur Shorts, donc les espèces de Reels de version YouTube, ainsi que 1000 abonnés, pourront également rejoindre le dit programme de partenariat, et dans ce cas, YouTube mettra en commun les revenus des publicités diffusées sur les Shorts, c'est-à-dire qu'il y a un grand gâteau pour tous les Shorts, et YouTube effectuera un partage au prorata du nombre de publicités qu'ils ont générées en tant que créateurs. YouTube versera donc une somme, mais on ne sait pas, elle n'a pas été divulguée, aux maisons de disques aussi, puisqu'on sait que Shorts intégrera la possibilité de mettre des contenus audio copyrightés, et dans ce qu'il reste, et parce qu'on ne connaît pas le montant exact de ce qu'il verse aux maisons de disques, dans ce qu'il reste, 45% de la somme restante sera en fonction donc du pourcentage de publicité générée sur l'ensemble des shorts qui seront répartis entre les différents créateurs. C'est intéressant, et c'est aussi, du coup, la dernière actualité dont on voulait parler aujourd'hui. Je ne sais pas du tout si la France est parallélisée sur le modèle américain. On pourrait demander à Justine Rist, responsable pour la France, de confirmer que c'est exactement la même logique. Et en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, les internets. J'espère qu'aujourd'hui aussi, le petit récap de cette actualité business et mobile t'aura appris au moins une chose. J'aurais gagné ma journée. C'est donc environ tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ce que tu entends, malgré les savonnages, malgré les hésitations, malgré les tu t'abonnes à notre fil Twitter pour voir toutes les actus que moi je publie. Tu peux aussi faire la même chose sur Mastodon si tu n'aimes pas Twitter. Tu peux retrouver la vidéo de ce que je dis sur la chaîne YouTube d'Écran Mobile, ou l'audio de ce que tu vois sur ton application de podcast préférée en cherchant l'effarouchement des étourneaux. Comme ça, je suis sûr que là, sur ce créneau-là, de ce nom-là, je suis le seul. Et si jamais l'idée te traversait de soutenir mon initiative de veille, tout en discutant avec moi et d'autres des actualités du jour, ou en proposant des liens que moi-même j'aurais pas vus et que tu aurais voulu mettre en lumière dans l'actualité mobile et médias digitaux du jour, n'hésite pas à venir grossir la communauté Discord d'Écran Mobile. Tu retrouves le lien en général dans les commentaires des vidéos, de l'audio, du texte. Enfin, tu retrouves toujours en bas, soit dans le Linktree, soit quelque part ailleurs. Bref, tu fais comme d'hab, tu lâches des pouces, tu envoies des likes et du love partout où c'est légal de le faire. Je te souhaite de te porter bien, les internets. C'était Denis Verloès pour Écran Mobile. À plus.